Trump lui-même, hier, il a dit, pensez-vous qu'il serait bête au point de dire notre aventure ne fait que commencer? Et quand il dit aussi, je reviendrai sous une autre forme, qu'est-ce qu'il entend par là? Et ou quand il disait, on se reverra très bientôt. On a perdu 4000 personnes d'un coup, je sais pas. Allez. J'ai dû dire un truc qui a pas plu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite mise à jour de l'actualité américaine. Et on peut dire que depuis la dernière fois, il s'en est passé des choses. Procédure de destitution, abandon de Trump par une partie des républicains, passation de pouvoir, début de la présidence Biden, etc. On en parle tout de suite. Mais bien sûr, avant de commencer, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo sur le Capitole, je vous invite à aller la voir. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil au reste de ma playlist sur les États-Unis pour mieux comprendre la politique américaine. Donc, pour tous ceux qui vont aller voir, bah à tout de suite. Et pour les autres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les États-Unis. Ouais. Avant de démarrer, ayons une petite pensée pour nos chers amis de QAnon. Vous savez, ceux que je mentionne dans ma vidéo sur Trump et qui croient en un complot pédosataniste de l'État profond. Eh bien, ces pauvres chéris pensaient jusqu'à la fin que Trump allait rester le président. Car il est notre grand sauveur. Prions tous le grand Trump. Prions tous le dieu des trolls. Alors, sur ces belles paroles, Biden a été investi malheureusement pour eux le 20 janvier, et ce cher Trump n'y était pas. Et on a tous une petite pensée émue pour Trump, parti faire du golf en Floride en ce jour d'investiture, après avoir pris pour une dernière fois Air Force One, son avion chéri. Oui, c'est probablement la partie de golf la plus polluante de l'histoire. Mais ça ne vaut pas les larmes de Donald, parti avec ses derniers mots. Ce que nous avons fait est extraordinaire à tout point de vue. Mon Dieu, je suis ému. Bon, en dehors de ça, j'avoue n'avoir fondamentalement pas grand-chose à raconter sur cet événement. C'était une cérémonie comme les autres. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé après. La nomination du gouvernement Biden et les premières mesures du nouveau président. Alors que les États-Unis font face à une pandémie mortelle, à une crise démocratique qui divise le pays en deux et à une crise économique, l'urgence était bien évidemment de nommer un gouvernement plus inclusif. Enfin, ça me paraît évident. Mais oui, c'est clair. Voici donc le nouveau gouvernement de Joe Biden, vanté pour sa diversité, et avant de démarrer, je vous préviens que ça va être un peu long et rébarbatif. Donc n'hésitez pas à passer à la partie suivante si ça ne vous intéresse pas. Le timecode est dans la description. Alors, en vice-président, nous avons bien entendu Kamala Harris. Enfin, en vice-présidente, pardon. Considérée par certains comme une membre de l'aile gauche du Parti démocrate, elle n'en reste pas moins une femme à la réputation plutôt droitière pour certains. D'où son surnom de Cop Mala, Kamala la Flèche. Ah et oui, attention, on prononce Kamala. Autrement, Trevor Noah, réputé pour son exemplarité sur la question du racisme, MDR, se chargera de votre cas. Enfin bref, il y a beaucoup de débats autour du positionnement politique de cette dernière. En 2019, GovTrack classe Harris comme sénatrice la plus progressiste. Mais pour beaucoup, ce n'est peut-être pas suffisamment à gauche en comparaison de ce qui se fait dans d'autres pays. Ensuite vient le Secretary of State, ou ministre des Affaires étrangères. Et c'est Anthony Blinken qui a été choisi. Il était déjà dans ce ministère sous Obama. Le nouveau ministre des Transports est Pete Buttigieg, candidat aux dernières primaires démocrates et qui s'était fait remarquer pour son bon départ à cette dernière. Et bonus, il est le premier ministre homosexuel de l'histoire. Waouh! Mais c'est formidable, on n'arrête pas le progrès. En ministre de l'Environnement, nous avons John Kerry, une pointure de la politique américaine qui était le candidat démocrate à la présidentielle de 2004. En ambassadrice des États-Unis à l'ONU, nous avons Linda Thomas-Greenfield. Au ministère de l'Intérieur se trouve désormais l'amérindienne Deb Haaland. À la tête de l'Agence de protection de l'environnement, nous avons Michael Regan. En ministre des Énergies, Jennifer Granholm. Xavier Becerra est directeur de la santé.
Lloyd Austin, ministre de la Défense. Nous avons ensuite Alejandro Mayorkas à la tête de la sécurité intérieure et Avril Haines aux renseignements généraux. Janet Yellen est à la tête de la Réserve fédérale entre 2014 et 2018 et désormais la nouvelle secrétaire du Trésor. Au ministère de la Justice, nous retrouvons Mary Garland, le choix d'Obama comme juge à la Cour suprême. Voir ma première vidéo sur les USA pour plus d'informations. William Burns est le nouveau directeur de la CIA. Et Miguel Cardona, le nouveau ministre de l'Éducation. Puis vient Isabelle Guzman, ministre des PME, et Marcia Fudge, ministre du Logement et du Développement urbain. Brenda Mallory est la nouvelle directrice du Conseil sur la qualité environnementale, et Denis McDonough est le ministre des Anciens combattants. Vivek Murthy est l'administrateur de la santé publique, Gina Raimondo, ex-soutien de Bloomberg, est la ministre du Commerce, Cecilia Rose est la directrice des conseillers économiques du président, Catherine Tai est la représentante au commerce, Neera Tanden est ministre du budget, Tom Vilsack est le nouveau ministre de l'Agriculture, et enfin, pour terminer, Marty Walsh est le ministre du Travail. Voilà, c'est enfin fini, et bordel, c'était long. Donc, comme vous pouvez le constater, on a affaire à une équipe bien fournie. Mais quelque chose me frappe dans cette équipe. Je ne sais pas pour vous, mais on voit beaucoup de personnes âgées et beaucoup d'anciens membres de l'administration Obama. Le renouvellement de la classe politique n'est donc pas pour tout de suite. Alors, dès son arrivée à la Maison-Blanche, le Biden a pris 17 mesures. Des mesures qui visent à revenir sur l'ère Trump, que ce soit en matière d'environnement, avec la volonté de revenir dans les accords de Paris sur le climat pour combattre le réchauffement climatique, ou de mettre en place un plan de 2000 milliards de dollars pour le climat. Ou encore en matière de santé avec le fait de revenir à l'OMS, et en matière d'immigration avec l'abrogation du fameux Muslim Ban, dont je parle dans ma vidéo sur Trump. Alors, pourquoi pas, mais on se questionnera sur le fait de revenir sur un arrêté pour limiter l'immigration de personnes venant de zones réputées pour leur terrorisme, quand, dans le même temps, Biden met des restrictions à l'entrée des Brésiliens et des Européens à cause du coronavirus. Mais bon, j'imagine que le futur qui est employé signale qu'il n'est pas encore revenu sur cette mesure de Trump. Quoique, tout le monde ne semble pas d'accord sur le sujet. Biden mettra aussi fin au mur. Oui. Non! The Wall! Tu nous manqueras, The Wall. Tu nous manqueras. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall. En matière d'immigration, Biden compte aussi faire un projet de loi sur l'immigration pour offrir à 700 000 jeunes arrivés clandestinement, enfants et d'autres immigrés irréguliers une possibilité de naturalisation. Si c'est pas beau tout ça. On dirait presque des Français. Tu gruges? Félicitations frérot, te voilà promu. Dans un sens, tant mieux pour eux. C'est juste que bon, dans le même temps, s'ils acceptaient de nous faire venir plus facilement en vacances chez eux, ce serait sympa. À ce propos, j'adore particulièrement la réaction du ministre des Affaires étrangères mexicain à la suite de cette annonce. Le Mexique se félicite de la fin de la construction du mur, de l'initiative d'immigration en faveur du DACA et d'un chemin vers la double citoyenneté. Ah ouais, mais en fait le mec n'a plus peur de rien. Oui, en fait on est super content que vous ne fassiez plus d'immigration restrictive envers notre pays et que vous nous filiez la double nationalité. Bon, ok, le mur pouvait éventuellement bloquer le commerce. Mais le coup du « le Mexique se félicite d'un chemin vers la double citoyenneté », enfin, c'est un peu comme si le Portugal ou l'Algérie venaient dire à la France « Eh, mais merci de donner la citoyenneté à ceux qui ont fui notre pays et sont entrés illégalement sur ton territoire. T'es grave cool en fait comme mec. » Enfin, sérieux, qu'est-ce que le mec peut en avoir à foutre? À moins que... Oh mon Dieu. Le grand remplacement. Le grand remplacement, grand remplacement. Enfin bon, apparemment Biden compte aussi renforcer la surveillance et les contrôles aux frontières et donner 4 milliards de dollars aux pays d'origine de certains migrants pour les aider. L'autre sujet, c'est bien entendu le coronavirus. Biden prévoit de lutter contre le coronavirus en imposant le port du masque dans les bâtiments fédéraux et pour ses agents. Il étendra également un moratoire sur les expulsions de logements
et la pause dans les remboursements des prêts étudiants fédéraux. Et il mettra en place un nouveau bureau pour coordonner la crise du Covid. Biden prévoit aussi d'administrer 100 millions de doses de vaccins dès les 100 premiers jours de son mandat. Et il veut relancer l'économie avec un plan de 1900 milliards de dollars. Rien que ça. Il veut aussi doubler le salaire minimal pour qu'il atteigne 15 dollars. Et veut faire du Trump en incitant les agences fédérales à acheter américain. Alors, naturellement, ça semble bizarre qu'elle n'en achète pas déjà. C'est pour ça que si vous voulez plus de détails, je vous invite à consulter cet article du Figaro. Très intéressant. Biden est aussi revenu sur la commission 1776 qui vise à rétablir l'instruction patriotique dans les écoles. Alors je ne sais pas ce que c'est censé vouloir dire exactement, mais ça risque de ne pas plaire à une partie de la droite, pour sûr. Et il est aussi revenu sur l'interdiction des transgenres dans l'armée, un truc que j'avais eu du mal à saisir à l'époque. J'ai dû écrire un truc dessus à un moment, mais je l'ai jamais utilisé parce que bon, c'est bien des sujets américains, ce genre de truc. Non, vraiment, il n'y a que dans ce pays où on se bat à coups d'idéologie pour savoir si les trans doivent être acceptés dans l'armée ou pas. Attendez, en parlant de ça, il manquerait pas quelque chose? Mais si, vous savez. Que serait un démocrate sans les inégalités raciales? Et oui, Biden prévoit de signer un décret pour que les agences fédérales évaluent les inégalités raciales chez elles et pour le retour des formations à la diversité que Trump avait supprimées. Mon Dieu, loué soit Saint Biden. Priez pour nous, pauvres pécheurs universalistes opposés aux politiques identitaires. Non mais attendez, vous pensiez que c'était fini? Il prévoit aussi de remplacer Andrew Jackson sur les billets de 20 dollars par la militante afro-américaine Harriet Tubman. Ok, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est vraiment une priorité? Non, sérieusement. C'est vraiment une priorité? Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce début de présidence Biden. On va désormais parler de Donald. Non, pas celui-ci. Voilà, celui-là. Alors, avant de démarrer cette partie, on n'oublie pas de laisser le petit like si le contenu vous plaît et de vous abonner en pensant à activer la cloche. C'est très important la cloche. Merci à vous. Et bienvenue dans cette nouvelle partie où on parle de Trump et de son impeachment. Donc, pour faire simple, Nancy Pelosi, chef des démocrates à la Chambre des représentants, a engagé une procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump à la suite des événements s'étant déroulés au Capitole. Et ceci à seulement quelques jours de la passation de pouvoir. À la suite du vote, Trump a été impeached, ce qui fait de lui le seul président à avoir été jugé 2 fois pour destitution dans l'histoire des États-Unis. Désormais, c'est au Sénat qu'incombe le jugement final. Sénat qui vient de recevoir ce lundi l'acte d'accusation et qui entamera le procès de Trump le 9 février. Oui, le procès se poursuit alors que Trump n'est plus au pouvoir. Trump pourrait donc être démis de ses fonctions de président alors qu'il n'est plus président. Je sais, c'est bizarre. Enfin bref, 2 tiers des sénateurs seront nécessaires à cette destitution, ce qui, dans un Sénat scindé en 2, risque d'être assez compliqué. Néanmoins, ce que ce récent vote nous apprend, c'est que certains républicains prennent leur courage à 2 mains et décident de s'opposer ouvertement à Trump. À moins que ce soit de l'opportunisme. Mais j'en doute. 10 républicains ont donc voté contre ce cher Donald à l'occasion de ce premier vote. Et on compte parmi eux certains cadres importants du parti. Bien sûr, avoir les 2 tiers au Sénat sera difficile. Surtout quand on sait que le seul républicain à avoir voté pour la destitution la première fois était Mitt Romney. Néanmoins, Mitch McConnell, le chef des républicains au Sénat, a dit ne pas exclure de voter contre Trump ou d'appeler à voter contre lui. Il faut dire que ça arrangerait certains républicains que Trump soit destitué. Car il n'est pas à exclure que cela permette d'évincer Trump définitivement de la politique, en l'empêchant de se présenter à cause de sa condamnation. Malgré tout, c'est un choix difficile, et ceci pour 2 raisons. La première, c'est que tous ceux qui s'opposeront à Trump risquent d'être blacklistés par ses partisans, et que Trump, malgré les récents événements, jouit toujours d'une popularité importante auprès de l'électorat républicain. La seconde, c'est que cette manœuvre donne le sentiment que le système empêche le peuple de choisir son champion. Les États-Unis sont déjà un pays qui souffre de nombreux problèmes politiques. Le système bipartisan y est régulièrement accusé de verrouiller l'émergence d'alternatives,
et de favoriser l'institution des partis au détriment d'une candidature populiste. Ce qui n'est pas fondamentalement vrai. En témoigne la victoire de Donald Trump en 2016. Néanmoins, sachant que Trump avait déjà dit à ses partisans que le Deep State, l'État profond, l'empêchait de diriger correctement, le fait qu'il soit en plus empêché de se représenter donnera l'impression d'un « tous pourris ». Tous pourris qui sera d'autant plus fort qu'il favorise les démocrates au détriment des républicains. Et cela risque de conforter certains dans leur vision d'une alliance des élites, un peu trop à gauche à leur goût. Enfin bref, même si les conséquences pourraient être terribles, il n'est pas à exclure qu'une partie du camp républicain fasse le choix de la destitution. L'unanimité de ce dernier n'étant pas nécessaire, on peut imaginer que certains soient prêts à se sacrifier, peu importe les conséquences. Et certains ne diraient bien entendu pas non à ces destitutions. En plus d'avoir un Trump out pour 2024, une recomposition au sein du parti pourrait s'annoncer, et ce sera le moment de frapper fort. Quoi de mieux donc que de ramasser au passage les récompenses laissées par les sacrifiés et par ce cher Donald. Mais le parti républicain doit aussi gérer une autre tempête en interne, puisque certains de ses membres sont accusés d'avoir aidé à la préparation de l'attaque contre le Capitole en faisant visiter les lieux à des Trumpistes. Alors, simple accusation sans fondement des démocrates ou vrai danger, en tout cas, ça leur rajoute une épine dans le pied dont il se serait bien passé. Enfin bref, Trump risque d'être jugé très bientôt au Sénat. N'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour avoir des infos sur le sujet quand le résultat sortira. Sur ce, passez tous une excellente fin de journée ou fin de soirée, et à la prochaine sur Acropole. Ah oui, au fait, une républicaine veut déjà destituer Biden. Non mais ce pays, je vous jure.